Amis sportifs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 7, votre chaîne panafricaine, et vous regardez votre émission 7 Sport. 7 Sport, vous le savez, c'est le résumé de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde, avec des analyses, commentaires des différents acteurs de ces disciplines. Avec moi sur ce plateau, Michel Zueyi du service des sports de Canal 7. Bonsoir Michel. Bonsoir Willy Tonangoy. Comment vas-tu Michel? Très bien Willy, quand on se rend compte que nos téléspectateurs sont toujours disponibles à nous suivre, c'est un privilège pour nous et franchement c'est une joie. Et ça fait chaud au cœur Michel. Ça fait chaud au cœur. Mais aussi sur ce plateau avec moi, comme à l'accoutumée, Mamadou Niang qui est avec moi. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Willy. Comment vas-tu Mamadou? Oh ça va. Ben, ça se voit. Et nous allons parler bien sûr de championnat national de football de première division nationale au Gabon. Il sera également question dans ce 7 sport des coupes africaines, de la Confédération africaine de football et de la Champions League africaine. Nous parlerons également de boxe avec le combat du siècle entre Manny Pacquiao, ou du moins entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao. Nous terminerons cette émission avec le thème de la semaine. Coupe du Monde 2018, quelle chance pour les pays africains. 7 sports, c'est calé, c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Michel Zueyi, le championnat national de football de première division au Gabon était à sa 8e journée. On a assisté bien sûr à une très belle rencontre, surtout entre Missile Football Club et l'Union Sportive de Bitam. Victoire de la formation de USB en déplacement donc à Libreville face à Missile, 2-1. Très belle victoire de cette formation de USB qui remonte tout de suite au classement. Bien sûr, très belle victoire pour cette formation de l'USB. Vous savez, l'USB a toujours été habitué à démarrer le championnat de manière timide. Et c'est tout doucement qu'ils sont en train de construire leur maison, construire le championnat. Et puis eux, normalement, c'est toujours au dernier virage qu'ils se réveillent et qu'ils nous donnent, qu'ils nous fournissent des très très beaux résultats. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais les juger dès le départ de la compétition, parce que eux, ils vont lentement, comme le dit un adage, qui va lentement va sûrement. Qui va sûrement. Mamadou Niang, on va regarder les images de cette rencontre entre Missile FC et l'Union Sportive de Bitam. Victoire de la formation de Bitam en déplacement. Mamadou, une victoire précieuse qui permet à la formation de l'Union Sportive de Bitam de remonter, de gagner quelques places au classement général. C'est une très bonne chose pour cette formation bitamoise. Une très bonne chose, mais il faut aussi saluer les deux équipes. La prestation des deux équipes, ça a été un très beau match. À l'image du match de la semaine dernière entre Missile et FC 105, ça a été un très haut niveau. Missile a mené au score à 1-0, ensuite a joué à 10. Peut-être l'erreur de Missile, c'est d'avoir très tôt pensé à défendre en deuxième mi-temps. Ils ont défendu en mettant seulement un seul attaquant devant. Et ça a permis aux défenseurs de Bitam, surtout les latéraux, de monter en attaque, ensuite de construire leurs attaques pour revenir au score et parvenir ensuite à marquer le deuxième but qui replace cette équipe parmi les favoris, comme toujours, et qui va nous donner une belle course vers le championnat, vers le titre avec Missile, avec... Surtout d'abord pour la fin de la phase aller. Oui, pour la fin de la phase aller, avec Manga Sport, avec Missile, avec FC 105, avec... le CF Mounana également. Le CF Mounana également qui va arriver. Ça va nous donner une très belle fin de première partie. Voilà, donc également samedi se jouait la rencontre entre Pélican qui s'est également incliné à 1-2 face au football Canon 105. Tout de suite, le classement au sortir de cette 8e journée. En tête, on retrouve la formation de Manga Sport, 18 points, suivi de Missile, 14 points. Troisième, le football Canon 105, 14 points. Et au bas de tableau, donc, les lanternes rouges sont donc Ombilan Diami, 4 points. Et Uzo, 1 point. Mamadou, deux équipes qui font du surplace pour l'instant. Surtout la formation de Uzo qui ne totalise qu'un point depuis le début de la saison. Mais qui connaît beaucoup de difficultés depuis le début de la saison. Je pense que c'est une équipe qui n'a pas su tirer les enseignements de l'année dernière. L'année dernière également, ils avaient connu quelques difficultés. Bon, cette année, ils n'ont pas pu rectifier et puis donc ils ont démarré la saison avec les difficultés que l'on connaît. Et quand on voit aujourd'hui le niveau du championnat, surtout les équipes qui sont en tête, il leur sera très difficile de remonter la pente.
Et dès que tu commences aussi à flancher derrière, alors la relégation commence à trotter dans la tête des dirigeants, dans la tête des joueurs, et puis on peut aussi avec l'incertitude. Et donc, il faut que cette équipe se ressaisisse parce que réellement, c'est une équipe de province qui a souvent drainé beaucoup de monde derrière. Je pense que les dirigeants vont tirer les enseignements très tôt pour revoir un peu ce qui se passe sur le plan technique et sur le plan administratif pour que cette équipe retrouve un peu sa place. C'est un peu avec le problème également que rencontre l'OM au Milan Zambie également. Ouais, au Milan Zambie également qui souffre, qui ne totalise que 4 points depuis le début de la saison. 4 points, bien sûr, concoctés après une victoire et un match nul. Donc la prochaine journée du championnat national de football professionnel au Gabon, ce sera bien sûr pour la semaine prochaine. Et le match phare, le fil rouge, l'attraction de cette 9e journée, c'est bien sûr, Mamadou, l'AS Manga Sport qui va recevoir la formation de missiles. Ce sera du côté du stade Henri Silvos de Monda. Gros choc encore. Ça nous sommes gâtés. En fait, les amoureux du football sont gâtés dans ce parcours de championnat parce que toutes les équipes qui sont en tête sont bien préparées. On assiste à de très beaux matchs de football. Peut-être Missile aura quand même des difficultés peut-être à surmonter parce qu'ils sortent de 2 gros matchs. D'abord contre FC65. Après FC65, c'est USB. Ensuite, ils vont faire le voyage pour aller à Mwanda, rencontrer une équipe qui affiche la très grande forme depuis le début, c'est Manga Sport. Et avec la venue de missiles, je pense que c'est tout le monde là qui va déferler vers ça. Toute la province du Haut-Togo, il faut le dire. Pour supporter son équipe. On va vers une très grande rencontre de football également. Oui, Mamadou, il y a aussi Manga Sport qui a perdu quelques points lors de son match nul concédé face à la Solidarité du côté de Port-Gentil. Donc on voit aussi là un leader qui commence à perdre un tout petit peu quelques points. Et là, il faut faire extrêmement attention parce que plus on avance, plus nous nous rendons compte que surtout les grandes équipes ont tendance à vouloir un tout petit peu fléchir. Voilà. Et Michel également a rappelé que Manga Sport restait leader avec 18 points et conserve bien sûr 4 points d'avance sur ces 2 poursuivants directs que sont Missile FC et le Football Canon 105. D'un championnat africain à un autre, nous allons nous rendre du côté du Cameroun, Mamadou, où on jouait pour le compte de la 11e journée du championnat MTN Elite One, c'est au Cameroun. Botafogo FC s'est imposé 1-0 devant la formation de Loum. Unisport de Bafan s'est incliné 0-1 face au Fauveau de Baham. Les Astres se sont imposés lourdement 4-0 devant la formation du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Le Canon de Yaoundé, lui, s'est imposé 1-0 devant Djalakouane. Coton Sport et Union Sportive de Douala ont fait match nul 0 partout. Lyon Blessé de Foutouni et New Star de Douala ont fait match nul 0 partout également. Un autre match nul 0-0 entre Bamboutos de Bouda et APGS FC de Mfo. Les Panthères Sportifs d'Undé ont fait match nul 1 partout avec Young Star de Academy. Sans oublier bien sûr que Cosmos Fad Mbam s'est incliné 1-2 face au Dragon Club de Yaoundé. Mamadou, un autre fait dans ce championnat camerounais qui était à ta 12e journée, c'est la défaite bien sûr du Tonnerre Kalara Club, 0-4 face à la formation de Astre de Douala. C'est une grande équipe aujourd'hui, le Tonnerre qu'on a connu avant mais qui aujourd'hui ne joue plus les premiers rôles dans ce championnat camerounais. Mais c'est un peu ce qui est regrettable quand on voit un peu les grandes équipes, les équipes qui ont fait l'histoire du football africain, les clubs. Vous allez au Cameroun, vous avez le Tonnerre, vous avez l'Union de Douala, vous avez le Canon de Yaoundé, qu'on n'entend plus. Vous allez au Sénégal, vous avez la Jeanne d'Arc de Dakar à l'époque, qui a été finaliste de Coupe d'Afrique, demi-finaliste de Coupe d'Afrique, qu'on n'entend plus. Les Girafes de Dakar, qu'on n'entend plus. L'Union Sportive Le Gorée, qu'on n'entend plus. Vous allez au Ghana, vous avez le Kotoko de Koumassi, qu'on n'entend plus. Koumassi, qu'on n'entend plus. Vous allez en Côte d'Ivoire, on parle un peu de l'ASEC Mimosa, mais ce n'est plus l'ASEC au Soudan avec El Merriek. Voilà. Donc, un peu partout. En Guinée, on a la Fiat de Conakry dans les années 70 qui planait sur le football africain. Et donc, c'est pratiquement toutes les équipes qui faisaient l'histoire du football africain. C'est comme au Gabon aussi, le FC 105 des années 80. Qui revient d'ailleurs même de deuxième division. Voilà, au Milan Zambie qui a changé de nom, mais qu'on entendait partout en Afrique. Ces équipes, on ne les entend plus. Il faut se poser la question. Peut-être c'est la gestion un peu archaïque, peut-être entre guillemets, qui fait qu'on ne retrouve plus ces équipes-là, face à d'autres équipes qui ont pris quand même une nouvelle organisation, qui sont devenues beaucoup plus professionnelles, donc ils repoussent ces équipes-là à leur niveau. Mais
c'est dommage de perdre des équipes comme le Canon, comme le Tonnerre qui ont fait l'histoire du football africain. Et d'ailleurs, même au classement, les conséquences au classement au sortir de cette 12e journée au Cameroun, on retrouve en tête Coton Sport avec 23 points et que le Canon de Yaoundé, Mamadou, s'il vous plaît, est dernier avec 6 points et Ndjalakwang est 17e avec 19 points. Le Canon de Yaoundé, dernier au classement général au sortir de la 12e journée, c'est un tout petit peu catastrophique quand même, hein, Mamadou. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est catastrophique. Le Canon est en deuxième et dernier. Mais vous allez au Sénégal, la Jeanne d'Arc est en division nationale, en nationale. La Jeanne d'Arc qui était pratiquement... C'est la première équipe... Le club phare la première équipe même en Afrique, africaine, elle est née en 1921. La première équipe africaine sénégalaise, elle a été la première équipe à atteindre une demi-finale de Coupe d'Afrique, à jouer une finale de Coupe d'Afrique. Elle est actuellement, elle n'est même pas en deuxième division, elle est en troisième division. Vous allez en Guinée, c'est la même chose avec la FIA de Conakry qu'on n'entend plus. Dans d'autres pays aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu la catastrophe. Il faut que les gens revoient un peu, parce que également, c'est des équipes populaires, qui ont une base populaire quand même qui peut amener beaucoup de monde au stade. Et à partir du moment où ces équipes-là disparaissent, les équipes d'entreprise ou bien les équipes de société, c'est vrai qu'elles ont de l'argent, mais elles n'ont pas le monde derrière. Ce qui fait que sur le plan de la popularité, on a un manque à ce niveau. Ça fait régresser un peu le niveau quand même du football à ce niveau. Ça veut dire qu'il faut remettre en place une politique interne pour pouvoir réorganiser cette équipe ou réorganiser, ces équipes, revivre, surtout, ces grandes équipes. Oui, moi c'est surtout l'équipe camerounaise vraiment qui a fait la fierté quand même. Le Canon, il y a le Canon de Yaoundé et le Tonnerre quand même. Oui, bien sûr, oui, surtout le Canon de Yaoundé. J'ai fait allusion au Canon de Yaoundé. Il faut revoir le fonctionnement interne. Il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir remettre cette équipe en place. Est-ce que c'est la stratégie qui n'a pas pu marcher? Ou alors qu'il y a certains dysfonctionnements en interne, ça, il faut revoir, il faut siéger, il faut mettre nos problèmes sur la table, il faut tabler, il faut faire siéger en sorte, bien pour sûr, trouver les solutions. Ces équipes reviennent à leur meilleur niveau, Michel. Sûr. Voilà, donc nous allons poursuivre cette émission. Après, bien sûr, le championnat national du Cameroun. Nous allons poursuivre, vous parler cette fois-ci des coupes continentales. Surtout, pour commencer, la Coupe de la Confédération africaine de football. Ça passe pour l'ES Sahel et les Orlando Pirates. En ballottage favorable, après le match nul ramené à l'extérieur à l'aller, l'ES Sahel et les Orlando Pirates ont passé l'obstacle des huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football ce samedi. Lors de la manche retour, les Tunisiens se sont imposés 1-0 contre les Young Africans grâce à Amar Jamel qui a inscrit un but à la 25e minute et malgré l'expulsion de Franck Com avant la pause. De l'autre côté, les Orlando Pirates n'ont pas fait dans la dentelle contre le CF Mounana qu'ils ont corrigé 3-0. Kemit Eramus a inscrit un triplé. La qualification pour la phase de groupe n'est pas encore en poche pour autant, puisqu'il faudra encore franchir les huitièmes de finale bis avec les reversés de la Ligue des Champions, dont Al Ali, le Raja de Casablanca et l'AC Léopard. Mamadou, l'élimination de cette formation du CF Mounana dans cette compétition continentale montre à suffisance qu'il y avait quand même un manque de préparation et que surtout ce championnat qui a démarré un peu tardivement, ce ne serait peut-être pas ici une échappatoire. On ne pourrait pas tout le temps s'appuyer sur le fait que le championnat gabonais a commencé un peu tardivement, mais le niveau quand même entre la formation sud-africaine et celle du Gabon a prévalu et là c'est Orlando qui, après avoir fait match nul ici, 2 buts partout, a réussi à s'imposer tranquillement 3-0 en Afrique du Sud. Mais on peut prendre en compte le démarrage tardif du championnat parce que c'est la compétition. Mounana est arrivé à la compétition sans avoir beaucoup de matchs dans les jambes, bien qu'il ait fait beaucoup de matchs de préparation. Mais un match de préparation ne remplace pas la compétition. Et ensuite, on disait, au tour précédent, ils ont battu 4-0 au match aller. Et au match retour, ils sont allés s'incliner à 0 but contre 3. 0 but contre 3. Déjà, quand tu rencontres ensuite un adversaire comme Orlando qui est de niveau supérieur, on se rend compte que, franchement, là, le niveau, en fait, la différence se fait sentir. Et on se rend compte également que sur le plan défensif, cette équipe a beaucoup de difficultés. Oui. En 3 matchs. Parce que c'est comme une équipe qui menait au score ici, qui menait au score à Libreville. 2-0, ensuite qui s'est fait rejoindre en deuxième mi-temps.
Ensuite, en 3 matchs, l'équipe a encaissé 8 buts. Là, je ne sais pas comment cette équipe, ça veut dire simplement que cette équipe ne sait pas voyager. À des reprises, ils ont pris 3 buts à l'extérieur. Ils ont marqué à domicile, mais à l'extérieur, peut-être que, en fait, il faut revoir un peu l'organisation défensive, l'organisation générale. Ensuite, revoir également le niveau de recrutement des joueurs. Est-ce que les joueurs qu'on recrute, ils ont simplement le niveau du football gabonais, du championnat gabonais, du championnat professionnel, comparé aux 13 autres équipes, ouais. Mais est-ce qu'on recrute pour le niveau africain? Si on recrute pour le niveau africain, on peut avoir uniquement des joueurs qui ont le niveau du championnat national. Il faut avoir des joueurs dans ton équipe, 2, 3 ou 4 joueurs qui ont le niveau continental. En ce moment, ils peuvent tirer les autres. Voilà. Mais s'ils n'ont pas le niveau continental, en plus de cela, ils n'ont pas bien démarré la saison. L'un dans l'autre, ça fait un peu trop. Tu rencontres une équipe sud-africaine, Orlando Pirates, qui ont un championnat régulier, qui sont des professionnels. La différence se fait sentir. Je pense qu'il faut recruter, il faut voir au niveau de recrutement, recruter au niveau africain. Voilà. Donc, le CF Mounana, qui était la dernière équipe gabonaise engagée en compétition continentale, qui est sortie battue par la formation ou encore du moins éliminée par les Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Nous allons parler de la Ligue des champions africaine. Le tout-puissant Mazembe domine le stade malien et lui se qualifie en position favorable après le 2-2 ramené de l'aller. Le tout-puissant Mazembe a tenu son rang et validé son billet pour la phase de groupe de la Ligue des champions en dominant le stade malien 2-1 dimanche à Kamalondo. Jean Kaswala a ouvert le score sur le coup franc à la 20e minute et Rejeu Assalé a ensuite donné un avantage définitif au Corbeau à la 66e alors que les visiteurs venaient tout juste d'égaliser par Ousmane Diabaté à la 63e minute. Le stade malien tentera de se consoler avec les 8e de finale bis de la Coupe de la CAF, compétition dans laquelle il est reversé. Michel Zueyi, là c'est le tout-puissant Mazembe qui se qualifie en Champions League, qui prend un pas de plus, qui réalise la rencontre parfaite en s'imposant 2-1 contre le stade malien. C'est une très bonne nouvelle, surtout pour Moïse Katumbi, le président de cette formation du tout-puissant Mazembe. Mais bien sûr, tout rôde autour de la préparation. Ils ont bien affûté leurs armes, ils se sont très bien préparés. Et ben là, ce n'est que le résultat de la concentration, du sérieux, avoir affaire à une équipe sereine comme le tout-puissant Mazembe. Et qui est bien organisée quand même, ça il faut le préciser, Michel. Qui est très bien organisée en interne. Donc, pour moi, c'est pas comment dirais-je, c'est pas étonnant de toute façon. Oui, c'est la même chose, Willy, par rapport justement, vous allez me permettre de revenir un tout petit peu sur le CF Mounana, à voir d'abord leurs prestations 15 jours auparavant face à Orlando Pirates ici à domicile à Libreville, où on a vu les Gabonais qui n'étaient même pas parvenus à prendre ne serait-ce qu'une avance minimale sur cette équipe. Bon, écoutez, qu'aujourd'hui le CF Mounana prenne un coup en se faisant éliminer en 8e de finale, ça c'était prévisible. On a enregistré beaucoup de déchets au sein même dans le cadre du jeu. Vous savez, le président du CF Mounana a toujours été un homme très serein. Alors si cette fois ça n'a pas marché, je rejoins ce que disait Mamadou Niang, il faut revoir cette affaire au niveau du recrutement, Michel, c'est ce que disait Mamadou tout à l'heure. Oui, parce que est-ce qu'on recrute ayant une vision lointaine ou alors c'est une vision à proximité? Je suis désolée, ça c'est déjà un fait. En plus, attention, il y a de cela 1 an ou 2, Mounana regorgeait des grands joueurs qui aujourd'hui... Oui, mais Michel, on ne va pas rester sur l'historique de cette formation du CF Mounana. Ce qu'on peut retenir, Michel, en définitive, c'est que la formation du CF Mounana est sortie de la compétition. Sort de la compétition, évidemment. Manque de ces grands joueurs aussi, que sont Aaron Apinangoy qui est au Portugal, comme vous appelez, Bonaventure Sokambi aujourd'hui, qui était d'un apport bénéfique dans cette équipe. Et puis vous avez Franck Ngonga qui était plus qu'une mitraillette de guerre. Donc, tout simplement pour dire que si une équipe, ce qu'on va retenir, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des recrutements favorables, des recrutements qui nous permettent d'avoir une vision lointaine et qui permettent d'avoir des résultats positifs.
S'il n'y a pas de bon recrutement, si la politique mise en place ne tient pas la route, ben écoutez, on ne peut pas avoir plus. Ben voilà, donc retenir, Mamadou, que le tout-puissant Mazembe également s'est qualifié en Champions League, qui gagne 2 pas de plus. C'est une très très bonne nouvelle et on constate que le tout-puissant Mazembe est reparti de l'avant, a entamé sa marche en avant comme cette formation sait le faire. On sait qu'elle a quand même joué à une finale de Coupe du Monde des clubs et qu'aujourd'hui elle est repartie pour jouer les premiers rôles dans cette compétition, Mamadou. Mais moi je pense que, pour moi, c'est mon avis et puis mon observation, le tout-puissant Mozambique, à mon avis, est en train de baisser de camp depuis quelques années. Hein. Ce n'est plus l'équipe qui s'imposait, qui se qualifiait sans difficulté. On a vu qu'avec les Maliens, les Stade Malais, ils ont eu pratiquement énormément de difficultés pour se qualifier, ce qui ne se passait pas avant. L'année dernière aussi, il n'était pas en Ligue des Champions. Cette année, il révèle. Mais depuis quelques 2-3 ans, depuis le retour à la Coupe du Monde, en finale de Coupe du Monde, c'est une équipe qui est en train pratiquement d'évoluer au même niveau. Est-ce que c'est le tout-puissant Mazembe qui a baissé de niveau ou bien est-ce que ce sont les autres équipes qui sont renforcées pour l'équipe? En tout cas, le niveau est encore beaucoup plus équilibré qu'avant. Elle domine plus du cap à la cheville les deux autres équipes, de la tête et des épaules. Ses adversaires. Voilà, aujourd'hui, tout a changé et que le tout-puissant Mazembe, c'est vrai, est en train de se refaire une santé et a donc entamé sa marche en avant dans cette Champions League. Nous allons poursuivre notre émission cette fois-ci pour parler et revenir du côté de Michel pour parler des primes des joueurs ivoiriens. Après la Coupe d'Afrique de 2015, compétition qu'a d'ailleurs remporté ce pays, les joueurs ivoiriens ne sont pas encore rentrés en possession de leur prime de match. Alors là, Willy, ça c'est une surprise pour nous. Et je dirais que ce genre de cas qu'il faut éviter, comme nous nous rendons compte qu'il y a de cela quelques mois, après la Coupe d'Afrique des Nations, le président de ce pays avait légué, n'est-ce pas, des primes aux joueurs. C'était pour les motiver. Et c'est pourquoi, après la Coupe d'Afrique des Nations, il avait, d'ailleurs, tout le peuple l'avait suivi, tout le monde l'avait suivi. Après avoir reçu 30 tous millions, les joueurs. Il a reçu d'abord tous les joueurs à la présidence et ensuite, il a fait un discours et il a déclaré clairement qu'il léguait plus de 60 millions à chacun d'entre eux. Comment ? En nature et en espèces. 30 millions pour les villas et 30 millions en espèces. Mais quel hécatombe d'apprendre après cette déclaration faite sur une radio. D'ailleurs, je vais vous laisser suivre ce reportage. La grenadine est montée, le joueur est monté au créneau pour pouvoir déclencher cette affaire où jusqu'à présent, les joueurs ne sont pas rentrés en possession de leurs primes. Je vous laisse suivre ce reportage. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2015, les éléphants de Côte d'Ivoire font face à une affaire rocambolesque qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre et de salive en Côte d'Ivoire. Il s'avère que les primes de certains joueurs et encadreurs restent impayées et mystérieusement portées disparues, à l'exemple du cas du milieu de terrain ivoirien Seridier. Ce dernier a déclaré sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire que lui et ses coéquipiers n'ont pas reçu leur prime et qu'ils n'en ont pas parlé pour éviter toute mauvaise interprétation de leur plainte de la part de la population ivoirienne. Une affaire difficile à croire quand on sait que le chef de l'État ivoirien avait donné les instructions fermes de manière officielle pour que cet argent soit viré pour régler les primes en question. Depuis que l'affaire a éclaté, le ministre des Sports, Alain Lobognon, sur qui reposent actuellement les espoirs des joueurs, a dénoncé et condamné avec la dernière énergie cette situation pitoyable. D'ailleurs, récemment, il avait posté un message dans lequel il dénonce la mascarade dans cette affaire de primes impayées en Côte d'Ivoire. En attendant donc de retrouver les auteurs de ce mauvais jeu, la Fédération ivoirienne de football a cru devoir reconnaître la situation à laquelle font face les joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire, mais a notifié qu'elle n'a pas été impliquée dans la gestion de ces fonds à quelque titre que ce soit, mais plutôt que cette tâche a été attribuée à la Régie des compétitions internationales avant, pendant et après la CAN 2015, selon une procédure de règlement de dépenses bien établie par le ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs en sa qualité d'ordonnateur des dépenses. Ben voilà, Michel, sans commentaire. On ne va pas revenir là-dessus. Les joueurs ivoiriens ne sont pas rentrés en possession de leur prime au sortir de la Coupe d'Afrique de 2015. Willy, on apporte une précision. Ce
ce ne sont pas tous les joueurs, ce sont quelques joueurs qui ne sont pas, et quelques encadreurs évidemment ivoiriens, qui ne sont pas encore entrés en possession de leur dû. Alors, Mamadou, cette situation met un tout petit peu à mal le monde du sport, c'est-à-dire le monde du sport africain, et que souvent au sorti des grandes compétitions, on a vu comment cette Côte d'Ivoire, de manière laborieuse, est allée chercher son deuxième titre continental, et que après 2, 3, 4, 5 mois après, on dit ici que malgré tout le bruit qui a été fait autour de cette Coupe d'Afrique remportée par la Côte d'Ivoire, certains joueurs ne sont pas rentrés en possession de leur prime. C'est quand même une surprise, surtout quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Depuis, je crois que cette fédération avait quand même mis de l'ordre dans la maison depuis feu Ousseynou Dieng, le président Ousseynou Dieng. Jusqu'à présent, on n'a jamais fait allusion à des problèmes de prime en Côte d'Ivoire, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde. Tout avait été bien réglé, il n'y avait pas, ce problème était vraiment derrière la Côte d'Ivoire. C'est un peu surprenant d'entendre ce problème ressurgir, surtout du côté de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça a été également une surprise en Coupe du Monde avec le Ghana et tout ça. C'est des pays qui, à ce niveau, avaient vraiment pu assainir ce niveau pour que tout se passe dans les règles comme prévu. Et là, quand j'écoute également l'élément de Michel, c'est que certains déplorent le fait que la fédération n'a pas été associée à ce niveau. Il y avait un comité, une commission qui se chargeait de cela. À partir du moment où vous sortez de la gestion de la fédération et que vous éclatez les responsabilités, ça crée toujours des problèmes. La fédération, elle est là, c'est elle qui gère la compétition, c'est elle qui gère l'équipe nationale. Elle a son service administratif, son service financier, l'État pour débloquer les moyens. Mais après d'avoir débloqué, donner ces moyens-là à la fédération de suivre la procédure. En direction des joueurs. Voilà, les joueurs parce que c'est la fédération qui établit les primes et tout ça. Mais si vous sortez cela, vous avez quelqu'un d'autre qui va gérer avec son cartable ou avec son carnet de chèques. La fédération vous dira, nous ne sommes pas concernés. Voilà. Et ensuite, là, la fédération, comme je l'ai dit, depuis Ousseynou Dieng jusqu'à présent, la fédération a vraiment, à ce niveau-là, n'a pas eu à se faire reprocher à ce niveau. C'est une fois que c'est sorti de ses compétences qu'il y a eu problème. Donc il faut revenir à une meilleure gestion en confiant la gestion des primes et tout à la fédération. Et là, Willy, le dossier est en étude, parce que le ministre disait sur son compte Twitter, il y a de cela quelques jours, qu'il avait pensé que ce problème avait été réglé et que les joueurs étaient rentrés en possession de leur chèque. Mais malheureusement, c'est vraiment avec beaucoup de peine qu'il dit qu'il sort et qu'il regrette beaucoup qu'il y ait eu en quelque sorte un détournement, mais qu'ils vont chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. Et quand on découvrira les acteurs de cet acte, eh bien, écoutez, je pense que les mesures strictes et sévères seront prises à l'encontre de ces derniers. Voilà, donc on espère bien que d'ici là, les joueurs ou les quelques joueurs ivoiriens qui n'ont pas touché leur prime au sortir de la Coupe d'Afrique de 2015 vont pouvoir entrer en possession de celle-ci. Nous allons poursuivre notre émission et parler d'un autre joueur ivoirien, Didier Drogba, encore à l'honneur. L'attaquant de Chelsea a été récompensé du Spirit of Game Award, une distinction décernée par la Barclays, le sponsor officiel de la Première Ligue anglaise, aux acteurs du football engagés dans le social dans le monde. C'est donc grâce aux actions menées par sa fondation que Didier Drogba est honoré. Depuis 2012, la fondation Didier Drogba s'est illustrée dans l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment en Côte d'Ivoire. Dernière réalisation en date, l'inauguration d'un premier hôpital à Abidjan pour rendre plus facile l'accès aux soins des populations démunies. La semaine dernière, l'attaquant a organisé sa 4e nuit de récolte de fonds pour le financement d'équipements de l'hôpital et pour la construction de 3 autres centres de santé dans d'autres villes de Côte d'Ivoire. Drogba est également ambassadeur de bonne volonté du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Voilà, donc on va regarder pour illustrer ce qui vient de se dire Mamadou, Didier Drogba, qui bénéficie d'un autre prix, le buteur ivoirien, le joueur de Chelsea aujourd'hui.
bénéficie d'une autre distinction honorifique, c'est une très bonne chose, surtout pour lui d'abord, mais aussi pour l'Afrique tout entière. C'est une très bonne chose pour lui, pour l'Afrique et un exemple aussi pour les autres sportifs. Je le disais l'autre jour sur le plateau. Didier, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Je me rappelle également il y a 3 ans de cela, quand il y a eu des inondations au Sénégal, et il a participé en offrant une enveloppe de 5 millions de francs pour les inondés du Sénégal. Donc, on va d'ailleurs s'en couper, Mamadou, on va d'ailleurs regarder certaines images concernant l'élément, c'est Didier Drogba qu'on voit ici en image. Didier Drogba qui, on le sait, Mamadou, pour compléter, qui reste quelqu'un de bien, surtout avec sa fondation qui pose des actes, mais bien pour les enfants et surtout en ce qui concerne le social, les hôpitaux et autres. Il reste au contact de la population. Peut-être on penserait ici que Didier Drogba n'a pas oublié la sensation, surtout peut-être du public dans les stades. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qu'il faut offrir un exemple aux jeunes Africains, aux jeunes du monde entier. Les footballeurs, les jeunes, et puis maintenant, même ceux qui sont sur le terrain de football. Ne pas simplement penser à avoir de belles bagnoles, et puis de belles villas et tout ça, mais savoir également que à côté, il y a les supporters, il y a les fans, mais également il y a des gens qui souffrent. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas pensé seulement à la Côte d'Ivoire. On peut dire que Didier Drogba est un Africain. Quand il y a eu des inondations, comme je le disais tout à l'heure au Sénégal, il a offert 5 millions de francs. 5 millions, il est venu visiter les inondés et puis présenter les encourager et tout. Donc c'est dans la continuité de ce qu'il fait. Donc un message aussi aux autres footballeurs africains. Il y en a certainement, il y en a d'autres qui font également, mais dans la discrétion, comme lui, il a eu à le faire. Le Spirit Game Awards est justement une distinction destinée aux joueurs qui évoluent en première ligue anglaise. Oui, exclusivement. Voilà, exclusivement en première ligue anglaise. Donc, et puis qui démontre également que sur le terrain, il y a encore des restes. On l'a vu ce week-end. Pour la dernière journée, pour cette journée de championnat. Bah oui, Chelsea est quasiment champion d'Angleterre. On l'a vu à la tête de... Eden Hazard a été élu le meilleur joueur de la Champions League, de la Première Ligue. Donc c'est quasiment... Il est sur le terrain, il est dans la vie, il continue à vivre et puis à aider aussi. Et parlons de cette Champions League européenne. Mamadou, les demi-finales allées de la Champions League vont donc opposer le Bayern au Barça et la Juventus au Real. On ne pouvait pas rêver mieux d'un casting de ce type, Mamadou. Très beau demi-finale. Parce que Bayern-Barça, ça va être... Bayern-Barça, je ne peux pas miser, c'est peut-être du 50-50, bien que quand on regarde un peu la dernière prestation du Bayern, le Bayern a quelques absents quand même. Quand on perd Ribéry, quand on perd Robben sur blessure, quand on perd également, en fait, c'est pas sûr qu'il joue Lewandowski en attaque. On a 3 attaquants qui auraient pu vraiment mettre encore beaucoup plus d'impact dans le jeu du Bayern, surtout sur les côtés. Ce sera de même. Donc Barça-Bayern. Avec le génie de Guardiola qui connaît également le Barça, on va assister à une très belle partie. Très belle partie. Très belle partie. On n'oublie pas aussi que statistiquement, le Bayern a toujours été un tout petit peu, au cours des dernières années, un tout petit peu supérieur au Barça quand même. Oui, mais tu sais, on dit toujours que il y a aussi un jour, comme on le dit, 99 jours pour toi et puis un jour pour l'autre. Peut-être que cette fois-ci, le dernier jour, c'est pour le Barça. Que le Barça va faire la différence. Michel, un pronostic par rapport à cette rencontre entre le Bayern et le Barça, selon vous, quelle est l'équipe, selon vous, qui va pouvoir faire la différence au cours des 2 confrontations en aller-retour? Non, mais je pense que le Barça va se ressaisir. Le Barça va créer la différence. Michel ne va pas me dire qu'elle a quand même un faible pour le Barça et surtout pour Lionel Messi. Non, c'est par rapport à l'évolution du Barça. De toute façon, on sait qu'ils ont toujours été en position de force et ils regorgent quand même
des joueurs, des très très bons des joueurs. individualités, Oui, Neymar, Suarez, voilà, donc Messi. Mais oui, donc ce sont des grosses pointures. Alors tous feront tout, ils ne ménageront aucun effort pour pouvoir démontrer, s'imposer face et montrer que à l'adversaire. c'est la meilleure attaque du monde en ce qui concerne les Bien clubs sûr. en ce moment. Nous allons, Mamadou, parler également de l'autre demi-finale aller. Il sera question de la Juventus d'accueillir le Real de Madrid. Léger avantage du Real de Madrid qui va donc se déplacer, aller en Italie, mais derrière en embuscade, la Juventus, déjà championne d'Italie, va tenter, on le sait, de faire un résultat positif. Pourquoi pas de jouer à la finale cette année? Ils vont pleinement jouer leur chance, et surtout au match aller. Au match aller, ils vont essayer de faire le maximum pour gagner. Ils ont une très bonne défense sur le plan défensif. On sait également que souvent le Real a des difficultés quand une équipe défend très bas. Donc, s'ils défendent très bas, ils peuvent créer des problèmes au Real. Mais je ne vois pas la Juventus passer face à l'armada du Real Madrid. C'est une équipe très forte derrière, et devant et au milieu du terrain. La Juventus peut peut-être créer des problèmes au Real au match aller, mais au match retour, je ne vois pas la Juventus empêcher le Real en train de mettre des buts. Pour moi, c'est peut-être à 80% Real de Madrid qui devait passer. Ouais, même si Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Chicharito, Hernandez, on n'oublie pas la patte, le pied de Andrea Pirlo qui peut débloquer n'importe quelle situation et qui peut mais vraiment être très très important pour cette formation de la Juventus de Turin. Cette deuxième demi-finale de la Champions League, la deuxième demi-finale aller de la Champions League se jouera bien évidemment mercredi. Nous allons poursuivre cette sport pour parler cette fois-ci bien sûr une nouvelle triste avec bien sûr le décès de Dieng Ousseynou. Le monde du sport en général et celui du football en particulier pleure Ousseynou Dieng, l'ancien président de la fédération. Les images vont donc apparaître sur votre petit écran. L'ancien président de la fédération ivoirienne de football, FIF, de 1990 à 2002, malade depuis plusieurs semaines, sera décédé ce jour ou encore il y a quelques jours à Paris. C'est sous Ousseynou Dieng que la Côte d'Ivoire a remporté en 1992 sa première Coupe d'Afrique des Nations de football devant le Ghana, secoué par la maladie depuis de longues semaines. Il aura sûrement célébré le second sacre continental des éléphants cette année en Guinée équatoriale. Ousseynou Dieng a également été président de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Nouvelle triste, Mamadou, c'est le monde du sport qui est aujourd'hui en deuil. En général, mais en particulier, l'Afrique pleure Dieng, qui était un monsieur formidable. L'Afrique pleure Dieng et le monde du football africain pleure Dieng parce que c'est un dirigeant qui a fait ses preuves. On sera, comme vous le dites tout à l'heure sur le commentaire, c'est sous sa direction que la Côte d'Ivoire a remporté sa première Coupe d'Afrique. Donc ça veut dire qu'il est resté jusqu'en 2002. Donc toutes les prestations, les belles prestations des éléphants de Côte d'Ivoire, de 92 à 2002, c'est sous sa houlette. Je disais encore tout à l'heure qu'avec lui aussi, la fédération a assaini, on a assaini pratiquement la gestion de la fédération, qui a fait que, dans la continuité, la Côte d'Ivoire n'a pas connu des problèmes au niveau de la gestion fédérale, dans la gestion administrative et des joueurs. Donc, c'est une perte pour l'ensemble du football africain, du football de la sous-région, parce qu'il a été également président de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, l'UEFA, qui ressemble les équipes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui représentait également beaucoup de choses au sein de l'Union africaine aussi. Et d'un décès, on parle d'un autre, et cette fois-ci c'est Rio Ferdinand qui est en deuil, l'ancien défenseur de Manchester United qui joue actuellement à Queen's Park Rangers, a annoncé ce samedi le décès de son épouse Rebecca, qu'on va voir en images, les dernières images. Ceci par le biais d'un communiqué. Rebecca est décédée des suites d'un cancer. Elle était une mère fantastique pour nos 3 enfants, disait-il. Elle nous manquera comme épouse, sœur, tante, fille et petite-fille. Elle vivra dans nos mémoires comme un guide et source d'inspiration. La femme du défenseur laisse 3 enfants,
derrière elle. Et là encore, Mamadou Niang, Michel Zueyi, un autre décès sur là, c'est Rio Ferdinand, l'ex-défenseur de Manchester United qui perd son épouse. C'est le championnat anglais, le monde du football qui est une nouvelle fois attristé. C'est vraiment triste. Et du coup, nous ne pouvons pas décrire ce que ce joueur ressent en ce moment. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que de toute façon, le monde sportif est de tout cœur avec lui et que bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Vous savez, un événement imprévu nous arrive à tous. Ouais. Et c'est un passage obligé à nous tous, hein, la mort. Donc nous sommes tous derrière le service des sports de Canal 7 et de tout cœur avec Rio Ferdinand. Nous allons attaquer la deuxième partie de cette sport pour parler cette fois-ci et revenir une nouvelle fois du côté de Michel Zueyi. Il s'agit bien sûr du focus de la semaine qui est consacré à Vitali Benouni. Vous complétez le nom, Michel? Obiang Milama. Ouais, voilà, qui est Vitali Benouni, qui est un international handballeur gabonais qui évolue du côté du Maroc. Voilà, parce qu'ils sont 3 là-bas et il est issu d'une famille, d'une nombreuse famille. Hein, donc, c'est une famille des sportifs. Ouais. Voilà, parce qu'il n'est pas le seul. Et le focus de la semaine est consacré bien évidemment à Vitali Benouni. Nous allons regarder le reportage de Michel Zueyi et on se retrouve derrière pour en parler. Né le 24 octobre 1990 à Port-Gentil, des parents gabonais Obiang Milama Théodore et de Mengue Ondo Tamar, un petit frère de Bian Yannick, international handballeur gabonais qui évolue en Égypte, et 6e enfant d'une famille de 11 gosses, Vitali Benouni Obiang Milama est un international handballeur gabonais évoluant au Maroc. Repéré dès son plus jeune âge par les techniciens du stade Mandji à Port-Gentil, il débute sa carrière à l'âge de 11-12 ans, intelligent et stratège comme tout bon gaucher où il alterne 2 postes, notamment celui de gardien de but et arrière droit, avant de venir effectuer sa formation au club du Pôle Cadet où il fera sport-études à Libreville en 2000. Comme tout bon gaucher, Vitali Benouni Obiang Milama va faire sortir son génie en mettant en exergue son potentiel. Comme quoi, on retarde le destin mais on ne l'empêche pas. Rien que pour le compte du Gabon durant ses 5 ans de carrière, il a comptabilisé 2 titres de champion avec Stade Mandji de Port-Gentil et 1 avec le CMS à Libreville. Finalement, en 2011, Vitali Benouni Obiang Milama s'envole pour le Maroc afin de poursuivre ses études et développer sa carrière sportive. Il se forge donc et devient un véritable professionnel, voire une bête de scène en 3 ans. En arrivant au Maroc, il intègre dans un premier temps, durant 2 ans, le club Kassem de Marrakech. Performant en club, il impose donc sa suprématie sur les terrains de hand dans le dit club. Il sort donc 6e au championnat marocain en Coupe de Trône avec son club et franchit des quarts de finale. Doté d'une détente sèche impressionnante, rapide et capable de prendre des risques, il finira par séduire les recruteurs marocains d'autres clubs qui vont s'intéresser à lui et ce dernier sera très discuté sur le marché marocain. Finalement, l'international gabonais Vitali Benouni Obiang Milama signera un contrat d'une durée de 2 ans avec le FUS de Rabat. Il élève alors le niveau et sort donc 2 fois 5e lors du championnat avec une demi-finale de la Coupe de Trône avec le Kassem de Marrakech. Vitali Benouni Obiang Milama, qui fait déjà la fierté du Gabon au Maroc, continue de mener la bataille afin de continuer de promouvoir le potentiel sportif gabonais à l'étranger et de hisser plus haut les couleurs du Gabon. Il a tout de même une vision qui demeure en lui. Son rêve est celui, comme tout bon sportif de bonne foi, d'avoir une fin de carrière digne et exemplaire afin de partager son expérience et son savoir dans la discipline aux plus jeunes, voire créer un centre de formation pour permettre à ces derniers de réaliser leurs rêves à leur tour. Voilà, Michel Zueyi, on a regardé ce magnifique reportage sur Vitali Benouni, mais pour un plus d'informations, Vitali Benouni joue au Maroc. Bien sûr. Il joue au FUS du Maroc, ouais. Voilà. Donc, depuis qu'il est parti là-bas, il fournit des résultats positifs. C'est une véritable bête de scène. Je dirais même qu'il a été adopté. Il a été adopté par le public marocain. Et je peux vous assurer qu'à l'exemple de son frère, évidemment, hein, parce que la famille Obiang est très sportive, donc son frère également évolue du côté de l'Égypte.
Ah, il suit ses traces. C'est un joueur gabonais. Oh, oui, c'est un joueur gabonais, c'est un international gabonais, évidemment. C'est de ce genre de sportifs dont nous avons besoin dans le cadre, par exemple, de cette Coupe d'Afrique des clubs qui se préparent et la Super Coupe qui se prépare du côté du Gabon. Et on salue également la bravoure de nos internationaux, non seulement dans le cadre du football, mais également dans le cadre du handball. Ces internationaux qui font parler du Gabon, qui hissent au plus haut niveau les couleurs du Gabon. Du Gabon, un pays d'Afrique centrale qui... Et attention, il est polyvalent, hein, il était aussi footballeur. Mais il a choisi son camp, il est handballeur. Il joue au handball. Et puis donc, aujourd'hui, comme le dit Michel, certainement son pays, le Gabon, a plus besoin de lui aujourd'hui pour pouvoir faire des résultats positifs en compétition continentale. Nous allons poursuivre avec la boxe, on va le dire. Donc, Manny Pacquiao, le combat du siècle, on va le dire, entre guillemets, par rapport bien sûr aux sommes faramineuses qui avaient été ou qui ont été misées pour ce combat. Floyd Mayweather et Manny Pacquiao ont fait donc la victoire de Floyd Mayweather au point face aux Philippins. Manny Pacquiao, on regarde ce reportage d'Uriel Abaga et on revient pour en parler. 48 victoires en 48 combats. Le boxeur américain Floyd Mayweather a donc remporté le combat du siècle contre le Philippin Manny Pacquiao dans la nuit de samedi à dimanche au MGM Grand de Las Vegas dans l'état du Nevada aux États-Unis. Un combat qui a rapporté 400 millions de dollars aux organisateurs du jamais vu dans n'importe quel autre sport. Cet affrontement trop tactique entre Manny et Pac-Man était ennuyeux selon beaucoup d'experts du noble art. Manny Pacquiao estime que son adversaire n'a rien fait au cours des 12 rounds du combat et que n'eût été une forte douleur à l'épaule, il aurait remporté le duel et donc les 120 millions de dollars promis au vainqueur. Dès le troisième round, j'ai senti ma douleur à l'épaule. Quand j'ai lancé une combinaison, je devais me retenir parce que ça faisait mal. Fidèle à son style extrêmement défensif, Floyd Mayweather a réussi à contenir son adversaire de la nuit, beaucoup plus enthousiaste. Grâce à son jab, l'Américain est parvenu à faire la différence. L'ami des stars américaines a réussi à toucher le député philippin à 148 reprises, concédant seulement 81 coups de Manny Pacquiao. À la fin du 12e et dernier round, les 3 juges arbitres étaient unanimes, 118-110 et 2 fois 116-112. L'annonce de la victoire de Floyd Mayweather a été accueillie par des sifflets de la majorité des 16 800 spectateurs acquis à la cause de Pacquiao. L'Américain s'est adressé à la foule avec l'arrogance à laquelle il nous a habitués depuis son apparition sur la scène mondiale. C'est vous qui avez dit que ce gars-là pouvait battre Floyd. Pendant les années, vous avez dit Floyd a peur. C'est un lâche, une poule mouillée. Vous avez écrit toutes ces histoires. Ce que j'ai fait, c'est vous faire ravaler vos paroles. Oui, je vous ai fait ravaler vos paroles. Floyd Mayweather n'a jamais perdu de combat depuis le début de sa carrière professionnelle. Pour rappel, le pugiliste de 38 ans compte 48 victoires en 48 combats, dont 26 avant la limite. Le natif du Michigan, qui s'estime meilleur que la légende Mohamed Ali, envisage de ranger ses gants à la fin de l'année après un 49e combat. Voilà, Floyd Mayweather qui aligne une 48e victoire après 48 combats. Floyd Mayweather qui reste bien sûr quelqu'un de très performant dans sa catégorie, mais derrière, n'oublions pas aussi que Manny Pacquiao a bien sûr imposé une résistance et que ce n'est qu'au point que Floyd Mayweather s'est imposé. Nous allons poursuivre cette émission pour parler tout de suite d'athlétisme dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération sénégalaise d'athlétisme officialisé ce mardi à Dakar. La multinationale française de la construction Eiffage a annoncé le lancement de la première édition du marathon de Dakar les 13 et 14 février 2016 sur les 42 km de l'autoroute à péage. Alors, à l'image des marathons de Paris, de Boston, de New York, nous avons décidé de lancer le marathon de Dakar et d'en faire un événement grandiose et de haut niveau, aussi bien pour le Sénégal que pour l'Afrique en général, a soutenu face à la presse Gérard Sénac, président directeur général de Eiffage Sénégal. Mamadou, très rapidement, avant que de pouvoir arriver au thème, c'est une très bonne chose le marathon de Dakar. Bon, c'est une 2016 déjà, cette première édition. C'est une très bonne chose. Après,
le meeting international de Dakar qui est labellisé I2AF. Le marathon va également peut-être venir pour booster l'athlétisme sénégalais, surtout qui bat de l'aile depuis une dizaine d'années. On ne retrouve plus de grands athlètes au Sénégal. Très bonne chose pour le Sénégal et pour l'Afrique. Nous allons attaquer le thème de la semaine. Et là, Mamadou, ça va être à question fermée, hein, on va le dire. Coupe du Monde 2018, quelle chance pour les pays africains? Est-ce que, selon vous, un pays africain est à même aujourd'hui de pouvoir remporter une Coupe du Monde et surtout celle de 2018 qui se jouera en Russie? Bon, j'aurais peut-être mieux compris si on me disait est-ce qu'un pays africain a les chances de se qualifier d'abord pour une demi-finale. Avant de penser à une finale, il faut remporter, il faut d'abord une finale. Oui. Et on se rend compte que depuis le démarrage de cette Coupe du Monde, depuis la première qualification en 78 du Maroc pour le premier tour, c'est la première victoire du Maroc en 78. Et ensuite, la première qualification du Maroc. Et la première qualification également. Pour le second tour, c'est pratiquement en 86. En 86. Avec Batouzaki, Mustafa El Adawi, Mustafa El Biaz, Timoumi et autres qui avaient éclaboussé la Coupe du Monde de leur talent. Cette pléiade de très grands joueurs, l'Afrique peine à franchir les quarts de finale. Après le Cameroun en 90, il a fallu attendre 2002 pour que le Sénégal atteigne les quarts de finale. Et après 2002, il a fallu également attendre 2010 pour que le Ghana atteigne les quarts de finale. Et que Diana Sabro avait bien évidemment cette demi-finale au bout du crampon, le ballon de la qualification, malheureusement pour lui, son pied a tremblé, c'est la transversale qui a répondu à sa frappe. Michel Zueyi, est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut se qualifier ou encore est à même de remporter une Coupe du Monde, surtout celle de 2018 qui se profile à l'horizon? Certes, nous n'irons pas vite en besogne, mais nous restons tout de même objectifs. C'est pas sorcier de rêver. Hein. Et puis, non, c'est pas normal, le niveau quand même, on sait qu'en Afrique... Oui, d'accord, mais j'ai dit c'est pas sorcier de rêver parce que, comme le disait tonton Mamadou, il faut d'abord franchir... Est-ce qu'un pays africain, Michel, aujourd'hui est à même de gagner une Coupe du Monde, surtout celle de 2018? Est-ce que vous voyez un pays africain? Pourquoi pas? Le Ghana. Vous pensez au Ghana? Ah ben bien sûr, je pense au Cameroun. Ben voilà, c'est une chance. Merci. Alors, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci surtout à votre confiance sans cesse renouvelée à l'égard des programmes de Canal 7. Merci également à toute l'équipe qui nous accompagne tout au long de cette émission. On se retrouve lundi prochain, Mamadou. Merci. Même heure, même chaîne, au même endroit, n'est-ce pas? Merci. Michel, merci. Évidemment. Au revoir et à lundi prochain.